Pépé Cavallari est philosophe et poète. Il est aussi doctorant en humanité et technologie à l'UTC Compiègne et à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur des questions d'identité et de numérique et sa thèse s'intitule « Pour un existentialisme numérique ». Parmi ses responsabilités professionnelles, il est responsable du séminaire de culture numérique de la Gaîté lyrique et membre du laboratoire écriture numérique et éditorialisation. Il est par ailleurs un membre actif de la revue Sens Public. Sa présentation d'aujourd'hui s'intitule « Dis-moi qui je suis, Facebook et l'externalisation de l'identité ». Merci beaucoup à toutes et à tous. Bien évidemment, mon accent rend ces séminaires un séminaire vraiment international, ce qui n'aurait pas été bien évidemment sans mon français. On sait déjà que la pathologie en général nous apprend beaucoup de choses par rapport à ce qu'on appelle conventionnellement la normalité. La normalité. En général, c'est à travers la pathologie qu'on peut comprendre ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut qualifier de normal. Là, donc, je vais porter votre attention sur justement sur une pathologie, sur un handicap, un dysfonctionnement neurologique dont le nom est dysnarrativie. La dysnarrativie en parle Jérôme Brunner, mais aussi Oliver Sacks dans L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Donc il accrochait à chaque fois un porte-manteau, elle ne comprenait pas pourquoi. C'est quoi la dysnarrativie? C'est la crise de ces récits antérieurs continus, comme on l'appelle à l'instar de Oliver Sacks, qui produit mon identité. Donc notre identité se produit d'abord dans notre antériorité, dans la forme de ces récits antérieurs continus, qui est en fait les discours à travers lesquels nous pensons ce que nous faisons et nous pensons à ce que nous pensons. La dysnarrativie, parfois en association avec le syndrome de Korsakoff ou d'Alzheimer, consiste aussi dans l'incapacité donc à raconter des histoires et donc encore à comprendre des histoires. Et donc, comme le dit très bien Oliver Sacks, comme le dit aussi Jérôme Brunner, les moi est d'abord les résultats de nos récits. Là où il n'y a pas de récits, il n'y a pas de moi. Là où il n'y a pas ces discours continus antérieurs, il n'y a pas d'identité. La construction de la personnalité a besoin de cette capacité de raconter. Or, les besoins de se raconter, c'est-à-dire les besoins d'être auteur, fait la même chose, fait une seule chose avec les besoins d'être raconté, donc de faire l'objet d'un récit, du récit de quelqu'un d'autre, voire d'un auteur. Donc c'est trop facile pour tout un chacun, encore plus facile peut-être pour un Italien, de penser à 6 personnages en quête d'auteur, la pièce de Luigi Pirandello, 1921, où ce qui se passe, c'est que pendant donc, que la troupe est en train de répéter, de s'exercer en vue de la première soirée, la pièce d'un certain Luigi Pirandello, il y a 6 personnages qui ne sont pas des personnes, mais des personnages qui arrivent et qui demandent que leur histoire soit mise en scène. Justement, c'est le père qui le dit, nous sommes en quête d'un auteur. Il cherche à tout prix un auteur. Il cherche à tout prix un auteur pour que ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire une histoire sordide d'inceste, de violence conjugale, soit vraiment vrai, soit réellement réel. Pour que ce qui s'est déjà passé soit vraiment vrai et réellement réel, ils ont besoin d'être mis en scène. Donc ils cherchent un auteur pour cela. C'est une pièce qui questionne toute
les places prévues dans les dispositifs théâtral. Donc, cette pièce questionne d'abord les statuts de l'auteur, bien évidemment, du metteur en scène, de la persona, de la personne au sens étymologique de la langue latine, mais aussi les statuts du public, les statuts donc du spectateur, qui est censé ne pas être là, étant donné qu'il s'agit donc de la répétition avant la première soirée, avant donc la mise en scène, la vraie mise en scène. Donc en réalité, le spectateur n'est pas là, donc il se fantomise, pour ainsi dire. Il s'agit donc de spectres extraterrestres, de vampires qui cherchent la scène où faire avoir lieu, encore une fois, à tout jamais, ce qui s'est déjà passé. C'est un processus qu'on ne peut jamais achever, qu'on ne peut jamais compléter. C'est la recherche, c'est notre recherche d'avoir un auteur qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. C'est la recherche, si vous voulez, de la psychanalyse, en fait. Non, c'est la tentative de trouver une autre façon dont raconter son histoire, une autre façon dont se rappeler de sa vie. Alors, donc, ce que j'imaginais très facilement, c'est qu'en fait, ces personnages, justement, en quête d'auteur, ils pourront rencontrer dans les ruelles poussiéreuses de l'Alfama à Lisbonne un auteur formidable, un auteur fabuleux, un auteur très très fécond tel que Fernando Pessoa. Fernando Pessoa étant le seul auteur orthonyme, conventionnellement orthonyme, d'une galaxie d'hétéronymes. Il y en a presque 15 en fait, entre autres Rafael Baldaia, Alberto Cairo, Alvaro Campos, Antonio Mora, Fernando Pessoa, Attilio Quaresma, Ricardo et son fils Federico Reis, Bernardo Soares. Il ne s'agit pas de personnages, il s'agit de personnes qui en fait étaient connues et reconnues au sein du panorama culturel du Portugal. Il s'agit de personnes qui avaient chacun sa biographie, son style. Donc il y avait un philosophe, un poète, mais il y avait même un détective. Et donc chacun avait sa vie, chacun avait son histoire. Et bien évidemment, nous pouvons penser à l'hétéronymie de Pessoa comme si vous voulez un paradigme hyperbolique, hein, des pratiques de détournement qu'on peut faire dans certaines plateformes. L'activité qui produit en fait, toute cette panoplie, cet éclatement d'identité, c'est l'écriture. Pessoa n'écrivait pas d'une façon systématique, donc l'œuvre de Pessoa est une œuvre à chantier ou en ruine, comme ça a été défini par Antonio Tabucchi, qui l'a traduit bien évidemment en italien, et est une œuvre qui a été, oui, éditorialisée. Ils ont trouvé au bout d'un moment dans un coffre énorme, ils ont trouvé centaines et centaines de pages comme ça, en vrac, ces pages ayant constitué ce qu'on appelle aujourd'hui en français les livres de l'intranquillité, au diario do desassossego. Il s'agit donc d'une écriture qui s'est faite de fragments, de retrouvailles, des miettes, de débris, une écriture qui relève, oui, de sa tentative en fait de refouler presque, hein, de nier, de refouler la responsabilité même de l'auteur. Hein. Donc la seule responsabilité peut-être que Pessoa aurait acceptée, c'était la responsabilité de l'auteur du tout. Hein, du tout, mais jamais de la somme de ses composantes qui, comme on sait, est beaucoup plus grande. Donc l'activité qui procure les dédoublements est l'écriture. Et
Bernardo Soares écrit en ce moment, je cite, en ce moment même où j'écris ces quelques mots, je suis tout à la fois celui qui les écrit avec une attention soutenue. Je suis celui qui se réjouit de n'avoir pas travaillé en cet instant. Je suis aussi celui qui regarde et voit le ciel au dehors, celui qui pense tout cela, et celui encore qui éprouve le bien-être de son corps et qui sent ses mains en paix froide. Donc c'est l'écriture qui crée ces paradoxes, les paradoxes du dédoublement. Or là, j'ai choisi 3 pensées, une de Ricardo Reis, une de Bernardo Soares, la dernière de Pessoa, qui semblent parler de nos pratiques numériques quotidiennes. Ricardo Reis dit « Nombreux sont ceux qui vivent en nous. Si je pense, si je ressens, j'ignore qui est celui qui pense, qui ressent. Je suis seulement le lieu où l'on pense, où l'on ressent. Le lieu où l'on pense, où l'on ressent. » Bernardo Soares dit « Per me créer, je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi qu'à l'intérieur de moi-même, je n'existe qu'extérieurement. Je suis la scène vivante où passent divers acteurs, jouant diverses pièces. » Et la dernière pensée sur laquelle je suis en train de travailler, c'est de Fernando Pessoa, qui dit « Le poète est un simulateur. » En portugais, c'est fingidor. Le poète est un simulateur. Il simule si totalement qu'il arrive à simuler comme une douleur la douleur qu'il ressent vraiment. Le poète est un simulateur. Il simule si totalement qu'il arrive à simuler comme une douleur la douleur qu'il ressent vraiment. Ça veut dire que pour les poètes, la seule façon de vivre, c'est de simuler. De vivre la douleur, mais de vivre aussi l'amour, de vivre la douleur de la vie, de l'existence, de l'exister. Et pourquoi donc le poète est obligé de simuler? Parce qu'il écrit, parce qu'il vit à travers son écriture, par son écriture, dans son écriture. Et la simulation du poète, donc c'est pas la simulation au sens, pour ainsi dire, mauvais ou banal, c'est-à-dire faire comme si c'était vrai ce qui n'est pas vrai. Non, non, c'est faire comme si c'était vrai ce qui est vrai. Et aujourd'hui, c'est l'hypothèse sur laquelle je suis en train de réfléchir, d'ailleurs, à l'aide aussi des suggestions d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Serge Tisserand, c'est qu'aujourd'hui nous sommes tous poètes à ce sens-là. C'est-à-dire que nous tous aujourd'hui habitons l'écriture, vivons d'écriture, à travers l'écriture, dans l'écriture. Tout ce que nous faisons, c'est fait d'écriture, devient déjà écriture, ça ne serait pas possible sans l'écriture. On est d'accord. D'ailleurs, si la chaire dont est titulaire Marcello Vitale Rosati est sur les écritures numériques, au pluriel d'abord, d'ailleurs, c'est justement pour ça. Et il suffit de lire la toute première page pour ainsi dire, du manifeste philosophique de sa chaire pour comprendre que nous sommes faits d'écriture aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, c'est fait d'écriture. Donc, l'hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, en fait, faisons comme si c'était vrai ce qui est vrai. Et que donc, s'écrire, se trouver par le biais de l'écriture à travers nos téléphones portables ou dans un réseau social, nous permet de gagner cette distance qui devient finalement la distance idéale par rapport aux choses, par rapport au trop de présence des choses, du corps. Je ne dis pas que ça devient la seule présence possible, non, mais ça devient une présence qui intègre toujours et tout le temps l'expérience que nous faisons des choses. Je peux même penser, donc, tout étant en train de parler avec un copain ou une copine, je peux en même temps penser à elle comme si on était sur Facebook. En même temps, les deux choses ne sont pas incompatibles, il ne faut pas les dissocier, sont toujours de plus en plus intégrés. Intégrés dans un paradoxe
qui est celui de l'intériorité, j'en passe de l'intériorité et de l'extériorité. Serge Tisserand dit que pour utiliser un médium, nous avons en fait besoin d'intérioriser sa spatialité, la spatialité implicite dans les médiums même et les contenus qui produisent les contenus qui produisent cette spatialité. Donc là, on est plutôt dans un modèle, dans un paradigme d'intériorité. Mais c'est vrai aussi, là, ce sont peut-être les seules lignes de Bernard Stiegler que j'arrive à comprendre dans l'ensemble de toute sa bibliographie. Mais ça, je les comprends très bien. Ça, je les comprends très bien. C'est-à-dire, peut-être. Donc, et là, il dit, à propos de l'appareil psychique, il dit, si celui-ci, l'appareil psychique, prend sans aucun doute racine dans le cerveau, il ne se réduit cependant pas. Il passe par un appareil symbolique qui n'est pas seulement situé dans le cerveau, mais dans la société, à savoir dans les autres cerveaux qui sont en relation avec lui. Donc, les deux mouvements sont les deux nécessaires l'un à l'autre. Un mouvement d'intériorisation qui me permet donc de penser aux choses comme s'il fallait les chercher sur Google, comme s'il fallait, qui me permet de penser à quelqu'un, de penser aux autres, comme si on était en train de faire ce qu'on est en train de faire. Mais cette simulation serait donc aussi une sorte de mécanisme de défense, au sens psychanalytique du terme. Pour essayer de me défendre, non, de l'attaque des choses qui nous attaquent, non, les autres, les objets et les personnes et les regards, non, nous sommes toujours attaqués par tout ce qui nous entoure. Bien, je prends cette distance et je fais comme si c'était vrai, ce qui est vrai. Et je le fais toujours quand je pense à autrui, quand je pense à l'autre. Aujourd'hui, notre façon de penser à autrui est complètement bouleversée. Et c'est presque jamais moi qui décide à qui il faut penser. C'est les carousels d'images, de visages, d'icônes, justement, que j'ai tout le temps sous mes doigts. Je pense à autrui dans une surface, donc dans une extériorité, dans laquelle je le rencontre, hein, dans laquelle on a le sentiment d'être ensemble. D'ailleurs, on dit être sur Facebook, on dit être sur Skype comme sur WhatsApp. Il y a donc un sentiment de présence qui fait d'ailleurs maintenant l'objet de ma recherche, un sentiment de présence qui est donc la présence que nous produisons dans l'interface. L'interface au sens large du terme ne se réduit pas du tout à l'outil, mais à l'ensemble des dynamiques et des structures spatiales qui m'hébergent, dans lesquelles je suis avec mon corps d'abord, et donc déjà la gestuelle, hein, la gestuelle que nous reconnaissons comme étant la gestuelle des usagers, voire des humains d'aujourd'hui, l'effet donc de rencontrer quelqu'un en train de faire comme ça, c'est-à-dire en train d'enregistrer un message sur WhatsApp, ou en train de plus en plus d'écouter sa propre voix, hein, d'écouter sa propre voix, tout comme sur Skype, au lieu de regarder l'autre, celui qu'on appelait, après une minute, on commence à regarder soi-même pour être sûr que la lumière soit la bonne lumière, pour être sûr qu'on est beau. Donc il y a un détournement de regard total, on ne s'est pas vu, pas du tout. Mais la raison pour laquelle on s'était appelé sur Skype, c'était justement le désir de se voir. La chose est donc complètement différente, c'est-à-dire la chose laquelle, la manière de penser à autrui, qui serait, selon Frederick Worms, le paradigme fondamental de la pensée humaine. Penser à autrui, penser à l'autre, penser quelqu'un, comme les titres, donc c'est les titres de l'ouvrage de Frederick Worms auquel je pense. Penser quelqu'un,
c'est la première activité de pensée sur laquelle j'adapte, je façonne en général ma capacité même de penser. Sartre disait dans L'être les néants que les premiers problèmes que nous pose autrui, c'est qu'il n'est pas là. C'est ça, autrui n'est pas là. Aujourd'hui, les problèmes que nous pose autrui, c'est qu'il est toujours là. C'est qu'il est toujours là et qu'il nous regarde. Et qu'il nous regarde. Et donc la honte dont parle Sartre comme l'expérience que j'ai faite étant l'objet du regard d'autrui, c'est la honte de cette sorte d'obscénité contrôlée, modérée, homéopathique, dans laquelle nous essayons de regarder et d'être regardé, de voir et d'être vu. À propos de regarder, de voir et d'être vu, là oui, j'ai terminé. J'étais à Paris le 13 novembre, donc lors des attentats. Comme vous savez, Facebook a activé les safety checks. Et donc, moi, je vais tout simplement envoyer un texto à un ami qui travaille dans des boîtes à nuit, et donc, oui, pour lesquelles je m'inquiétais, en fait, et en disant t'es où, Ignace? Non, je suis chez moi, et toi, et moi aussi, ok, ça va? Et quand je suis allé sur Facebook, sans savoir qu'il y avait donc déjà mis en place les contrôles de sécurité, je me suis découvert comme étant signalé en sécurité par Ignace. Et donc ça a changé bien évidemment ma façon d'approcher l'événement et la façon dont mes parents, mes amis, etc. ont vécu l'événement. Donc on a vécu l'événement aussi sur Facebook et là on a vu qu'il y avait quelque chose d'irremplaçable. Il n'y avait pas une institution qui aurait pu faire ce travail-là, c'est-à-dire seulement les réseaux peuvent me saisir comme faisant partie d'un réseau. Aucun ministère aux affaires étrangères d'Italie se serait occupé de moi. Nous sommes pour les institutions presque toujours des individus sans importance collective, comme disait Céline. Dans les réseaux, on cherche quelqu'un et ce qui émerge, ce sont toutes ces relations de voisinage sans lesquelles cette personne ne serait pas la personne qui dit être. Merci beaucoup. S'il y a des questions. Alors, Je peux m'asseoir. Merci.